Notre premier invité, c'est le vice-président du parti SID de Martin Fayulu, Monsieur Jean-Baptiste Kassekwa. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir, madame. On vous reçoit ici souvent sur ce plateau comme un des ressortissants de la partie de la République démocratique du Congo, avoir été également élu député de cette partie de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on revient encore sur le sommet dit de l'espoir. Oui, d'aucuns attendaient beaucoup de cette rencontre finalement. On se dit des résolutions qui sont sorties, mais qui tardent encore à être effectives sur terrain. Est-ce que l'espoir est perdu ou encore est permis? Les habitants de Goma, de Bukavu et de tous ces territoires sous les bombes, les tirs, attendaient beaucoup du sommet de Dar es Salaam à Tanzanie. Je parlais avec des amis qui sont en détresse dans des bases de la MONUSCO depuis 2 semaines, où ils ne trouvent même plus à manger parce que la MONUSCO elle-même n'est pas approvisionnée du fait du blocage de l'aéroport de Goma. Et donc, tous ces gens-là qui ont trouvé refuge là-bas attendaient beaucoup du sommet de Dar es Salaam. Tous ces habitants de Goma, aujourd'hui, Goma est en rupture de liquidité monétaire. Tu peux même envoyer $10 par M-Pesa, par Airtel Money, Orange Money à ta soeur, à ton frère à Goma. Il aura du mal à retirer. Donc la ville devient difficile. Goma a proie à une insécurité totale. Goma, où les nouveaux occupants disent ils n'ont pas de prison, à la moindre infraction, ils disent Utasikili Akumiliako. Swahili, ça veut dire il n'y a pas de prison, on règle tout par un coup de balle. Tu es mort. Et donc ces habitants-là attendaient beaucoup. L'archevêque de Bukavu lui-même a adressé une lettre au gouverneur de province en date 17, et à travers le gouverneur, il s'est adressé aux dirigeants réunis à Tanzanie. Et il attendait que des mesures urgentes soient prises pour arrêter la guerre. Mais qu'est-ce qui est sorti de Dar es Salaam? Lorsque vous lisez le paragraphe 12, conjointement avec le paragraphe 16 du communiqué du sommet conjoint, il est dit que les sommets chargent les chefs d'état-major des États membres de l'EAC de SADC de se réunir dans un délai de 5 jours pour élaborer des directives concernant la cessation des hostilités et le cessez-le-feu, concernant la sécurisation de Goma, la réouverture des voies d'approvisionnement de Goma à denrées alimentaires, la réouverture de l'aéroport. Donc, nous attendons 5 jours pour que les chefs d'état-major se réunissent pour définir ces directives. Après que ces directives auraient été élaborées, peut-être ce jeudi ou vendredi de cette semaine, ces directives seront soumises à la réunion des ministres prévue dans un délai de 30 jours. Entre-temps, sur le terrain, le dimanche même, autour de Iousi, les affrontements ont continué. Aujourd'hui, à 14 h, dans le territoire de Kalehe, les affrontements se sont poursuivis dans un village, le village de Biziralo, à Kalehe. Bref, le cri d'alarme de l'archevêque de Bukavu, qui attendait de ce sommet qu'un cessez-le-feu immédiat soit effectif, pour éviter que Bukavu ne connaisse les sorts de Goma, j'ai l'impression, en tout cas en lisant ces dispositifs, paragraphes 12 et 16, que ce cri d'alarme n'a pas été attendu. Mais jusque-là, vous avez bien, expliqué la procédure. Nous n'en sommes pas encore à 5 jours. Ça sera réévalué 30 jours après sur toutes ces décisions prises au cours de ce sommet, s'ils ont été réalisés, comment ou pas. C'est dans 30 jours. Ça veut dire qu'il y a des mécanismes sur terrain. Est-ce que cela n'est pas une forme de dialogue déjà entamé implicitement, parce qu'il faudrait discuter, il faudrait négocier certaines choses avec le rebelle? Est-ce que
dans l'effectivité, est-ce que ce n'est pas déjà une forme de dialogue? Alors, Mata, considérant la gravité de la situation humanitaire, la situation humanitaire à Goma, c'est une véritable guerre humanitaire, une véritable guerre judiciaire, il n'y a pas de justice, une véritable guerre économique. Cette situation exigeait des solutions à effet immédiat. On n'a pas le temps d'attendre 30 jours. La situation la menace sur Bukavu, les gens ne comprennent pas. Bukavu risque d'être comme Nagasaki et Hiroshima. À Bukavu, ce sont les armées rwandaises et burundaises qui risquent de livrer leur guerre traditionnelle. Elles empêchent de se battre sur leurs frontières communes. Vous savez qu'à partir d'Ngozi, on peut atteindre Kigali. Mais ces armées-là sont déployées sur notre territoire, le Sud Kivu. Et si ces armées-là s'affrontaient dans la ville de Goma, de Bukavu, Bukavu risque d'avoir un nombre de morts peut-être 10 fois plus élevé que celui de Goma. Et donc, on devait avoir un cessez-le-feu immédiat. Nous l'avons eu le 24 novembre 2012. Le sommet des chefs d'État de la CIRGL à Kampala, soit 4 jours seulement après la chute de la ville de Goma entre les mains du M23. Il y a eu sommet. Mais de ce sommet, la RDC a gagné. Il a été décidé que les M23 se retirent de Goma en déjà 48 heures. Aujourd'hui, il faut attendre 5 jours pour que le chef d'état-major définisse les directives. Il faudrait attendre 30 jours pour que les ministres adoptent. En 2012, ce sommet-là a décidé que le M23 se retire jusqu'à 20 km au-delà de Goma, c'est-à-dire jusqu'autour de Kibumba. Il a été décidé qu'un bataillon de FARDC retourne dans la ville de Goma pour assurer la sécurité et que la police congolaise, que le M23 avait déjà désarmée, reprenne ses armes et les contrôles de Goma. Il a été décidé que de manière immédiate, l'aéroport de Goma soit géré par une force neutre et que la MONUSCO se déploie en interposition entre les M23 qui seraient à 20 km et les unités FARDC donc qui seraient dans la ville. Mais qu'est-ce qui a empêché la réalisation, justement, parce qu'on fait une étude comparative entre 2012 et ce qui arrive aujourd'hui en 2024, c'est vrai, les années ne se ressemblent pas et les situations peut-être pas non plus. Aujourd'hui, ce n'est pas fait comme tel. Est-ce qu'il y a un danger? Il y a un danger majeur. La situation humanitaire, sécuritaire de 2025 est 1000 fois plus grave que la situation de 2012. L'ONU a parlé d'au moins 3000 morts à Goma. Mais face à ces drames graves, nous obtenons des résultats très très maigres par rapport à 2012. Quelles sont les raisons? 3 raisons de mon point de vue. La première, c'est que la diplomatie du gouvernement congolais de 2025 est totalement défaillante et devrait démissionner. Madame, quand vous lisez les communiqués conjoints de Dar es Salaam, il est dit que les chefs d'État de la SADC se sont réunis le 31 janvier. Les chefs d'État des pays de l'EAC se sont réunis le 29, pendant que Goma était en train de brûler. Et donc, ces chefs d'État-là ont tous, dans les 2 sommets, appelé à un cessez-le-feu et à une cessation immédiate des hostilités. Si ces chefs d'État avaient la volonté, ils auraient ordonné à leur ministre de la Défense, avant le sommet du 8 février, leur ministre de la Défense ou leur chef d'état-major militaire, au lieu d'attendre qu'ils se réunissent dans les 5 jours après le sommet, ils auraient dû se réunir 5 jours après le 31 janvier, définir cette directive par exemple le 5 février, soumettre ces directives à l'approbation des ministres le 7 février, au lieu d'attendre 30 jours après le 8. Et si les ministres approuvaient ces directives le 7 février, eh bien, les chefs d'État auraient adopté ces directives lors du sommet du 8 février et ces directives entreraient immédiatement en vigueur comme les mesures qui avaient été adoptées le 24 novembre 2012. C'est dire que notre diplomatie n'a pas su préparer, convaincre les différents États et du coup, ça a été une réunion de formalité
on fait comme si on donne l'État au M23 parce que nous sommes au 7e cessez-le-feu. Le Rwanda n'a jamais respecté un seul cessez-le-feu. Les rapports des experts des Nations Unies disent tous les cessez-le-feu profitent au Rwanda, qui s'organisent, qui déploient des troupes. Et donc, leur stratégie, c'est talk and fight. Ils ont été à Dar es Salaam. Entre-temps, ils continuent de faire la guerre, alors que si on aurait préparé, comme je viens de te le dire, on obtiendrait des résultats. Alors, le deuxième facteur, c'est que, manifestement, la SADC, elle est assez fatiguée de la guerre en RDC. Et ça, c'est un danger. Comment ça fatigué? Parce que s'il était fatigué, à 2012, il n'y aurait pas eu tous ces sommets, toutes ces tentatives de dialogue. Non, c'est un sommet de formalité, disais-je. Il n'y a pas de décision à effet immédiat. En 2012, le secrétaire général des Nations Unies s'y était impliqué, avait même dépêché son envoyé spécial auprès de Kagame pour lui demander de retirer ses troupes. En 2012, l'Afrique du Sud a décidé d'apporter son appui pour le déploiement de la force neutre. Aujourd'hui, on nous dit que c'est à la réunion des ministres qui va se tenir dans les 30 jours qu'on devrait définir les modalités de financement, de toutes les opérations, de cesser le feu, de l'aéroport et autres. La communauté semble fatiguée et le danger, c'est lequel? Si nous, en interne, notamment avec l'appui des évêques, des pasteurs SCC5O, si nous ne trouvons pas de solution à cette crise... Mais quelle serait justement la solution aujourd'hui? Parce que c'est vrai, on est en train d'évoquer... D'aucuns évoquent le dialogue en interne. Oui, évoquer le dialogue, c'est également l'une des propositions finalement discutées avec le M23 ou l'AFC. C'est cette proposition que le chef de l'État avait catégoriquement refusée. On se dit, est-ce que finalement on ne va pas aboutir, on ne va pas finalement aller aboutir à ça? Alors vous savez, madame, il y a deux enjeux majeurs. Pour Tshisekedi et son entourage, ce qu'ils doivent défendre à tout prix, c'est le maintien de leur pouvoir et le privilège du pouvoir. Pour les populations de Bukavu, de Goma, de Kalehe, de Nyiragongo, de Butembo, de tous les Nord Kivu, de l'Ituri, l'enjeu à défendre, c'est la vie. Quand vous lisez la lettre de l'archevêque de Bukavu, il dit 3000 morts à Goma, ça n'est trop. Faut-il attendre encore que Bukavu soit transformé à belle de sang? Et donc, que Félix Tshisekedi continue à dire, pas de négociation. Et en même temps, pas de guerre. Mais qu'est-ce qu'il veut? Il aime les Congos, mais il n'aime pas les Congolais de l'Est pour qu'ils soient exterminés sous ses yeux. Mais c'est aussi la diplomatie, une autre manière de négocier les choses autrement et en douceur. Non. Diplomatiquement, je viens de vous en train de parler des morts, vous avez évoqué 3000 morts. Si 3000 morts, c'en est de trop, est-ce qu'il faudrait ne pas envisager une solution où il n'y aurait pas des morts? Donc, pour aujourd'hui, nous devons tous nous mobiliser pour soutenir l'initiative de l'SCC5O. Et ici, j'invite les évêques, les pasteurs, à faire d'urgence pour se rendre d'abord à Goma et à Bukavu. On se dit aujourd'hui, parlons-en, le dialogue en interne. Dites-moi, la guerre à l'Est, négocier avec Martin Fayulu, ça va changer quoi? Négocier aujourd'hui ou encore dialoguer avec Martin Fayulu, ça va changer quoi? Aujourd'hui, la guerre à l'Est de la République démocratique du Congo, négocier avec Sesanga, ça change quoi? Négocier avec le sursaut national, qu'est-ce que ça va rajouter de positif dans ce combat? Madame, nous n'avons pas d'autre choix que de nous mettre ensemble, construire la cohésion nationale. Sur le plan militaire, depuis 3 ans, Félix il a montré ses limites. Non seulement pour la crise de l'agression rwandaise, mais également à Beni, on n'en parle même plus. C'est chaque jour que les ADF tuent 50, 40. Hier, c'était à Eringeti. Oui, c'est vrai, mais le dialogue en soi va rapporter... Donc, au plan militaire, échec. Au plan diplomatique, vous avez les résultats du sommet de Dar es Salaam. Logiquement, Félix devait se retirer et dire, chers compatriotes, en interne, avant même que les évêques ne lancent l'appel, il devait convoquer toutes les parties prenantes congolaises pour dire, mes frères et sœurs, nous n'avons que le Congo. Nous sommes abandonnés à notre triste sort. Conjuguons nos efforts, parce que
quelles que soient les raisons, Nanga n'a pas le droit d'être le Judas qui vient à la tête d'une agression pour exterminer 3000 compatriotes à Goma ou plus à Bukavu. Quelles que soient les raisons, Félix ne peut pas nous prendre en otage, le front diplomatique ne réussit pas, le front militaire ne réussit pas et dit, bon, mourrez, moi je reste sur mon fauteuil. Si on se réunit donc, aujourd'hui, M. Kaseko, prenons par exemple les... Vous êtes une opposition non armée. Négocier avec vous, dialoguer avec vous en interne, actuellement dans le contexte actuel du pays, ça va changer quoi? Madame, en juin 2004, lorsque le Rwanda a endeuillé la ville de Bukavu, c'est la mobilisation des étudiants à Kinshasa qui a poussé la communauté internationale à adopter des sanctions contre le Rwanda. En 2012, à côté du front diplomatique, eh bien, les forces vives de la nation, politiques, société civile, les églises se sont mobilisées pour persuader tous les partenaires de la RDC que nous étions victimes d'une agression et on a adopté des sanctions. Aujourd'hui, l'Église est capable, par exemple, de mobiliser même en dehors des frontières de la RDC pour que les églises des pays membres de l'EAC, de la SADC, se joignent à la détresse des populations congolaises pour que ces sociétés civiles de ce pays-là se joignent à notre mobilisation, exerçant des pressions sur le gouvernement et que l'on contraigne le Rwanda à retirer ses forces. L'on contraigne le pays comme la Grande-Bretagne, les États-Unis, la France, à ne pas fermer les yeux devant l'extermination des Congolais et que des sanctions soient prises. Ça, la mobilisation citoyenne est capable. Mais le défi, c'est lequel aujourd'hui? Le pays est divisé. C'est-à-dire? On a été divisé autour du projet changement de la Constitution. On a été divisé par des discours incendiaires lors de la campagne électorale de 2023. Le pays a été divisé par les hold-up électoraux de janvier 2019. Le pays est divisé par des scandales de détournement, par des nominations à tendance mono-ethnique. Il faut corriger toutes ces choses-là. Effectivement, on va peut-être terminer par là. Comment arriver à réunir toutes ces points de vue, toutes ces appréhensions? Alors, parce qu'il y en a tellement et le temps n'est pas en notre faveur. Le temps n'est pas en notre faveur. Les idées, depuis le mois de mars 2024, a proposé que les pères spirituels nous réunissent dans une table ronde sous le thème vérité, réconciliation, cohésion nationale. Nous nous disons la vérité à face, nous nous réconcilions entre nous, nous nous soudons pour faire un bloc commun. Mais j'ajoute, si à l'issue de cette table ronde, il va s'avérer que pour que la paix et la stabilité soient retrouvées dans notre pays, comme le dialogue qui s'est fait dans le bateau dans lequel était Jonas dans la Bible, il a fallu jeter Jonas dans la mer. Si pour nous, il va falloir jeter et Félix et Nanga dans la mer, les mettre tous de côté, pourvu que la paix revienne dans notre pays, eh bien, ça vaut la peine. Parce que ça, cela, nous risquons d'assister à une implosion du Congo, nous risquons de continuer à compter les morts, nous risquons d'assister à des tragédies parce que Kagame, par les morts de Goma, il a démontré que pour lui, il n'y a pas de ligne rouge. Il est prêt à rééditer les génocides de 96 sous la FDL. Le Burundi, lui aussi, pour défendre sa sécurité intérieure, il ne va pas respecter des lignes rouges à Bukavu. Et donc, tous les Congolais doivent s'élever. Et donc, j'insiste, j'invite nos pasteurs, évêques, de commencer par Goma, de commencer par Bukavu. Écoutez d'abord la souffrance des victimes et ensuite écoutez les politiciens. Parce que comptez sur la voix de ceux qui sont dans les bureaux climatisés, qui disent qu'ils ne voient la guerre qu'à 2000 km. Il ne faut pas que les évêques, les pasteurs perdent le temps d'abord à consulter cela. Il faut qu'ils écoutent d'abord le cri d'alarme des pasteurs, des évêques, des victimes sur le terrain. Cela va les pousser à orienter le lobbying et comprendre que
l'État n'est pas avec nous. Nous devons de toute urgence remobiliser la diplomatie, remobiliser la pression pour que des sanctions soient prises. Monsieur Jean-Baptiste, et que la paix revienne le plus rapidement possible, que des mesures humanitaires sans délai soient adoptées. Et tout cela exige que nos pères spirituels passent à l'avant-plat pour remobiliser l'ensemble des Congolais. Je rappelle justement aux téléspectateurs que vous êtes vice-président de l'ESID de Martin Fayulu. Et justement, ici sur ce plateau, nous sommes revenus sur ce sommet SADC-EAC sur la crise à l'Est, crise sécuritaire à l'Est de la République démocratique du Congo. Grand merci à vous et on va poursuivre cette fois-ci pour recevoir notre deuxième invité.